Voilà, alors c'est l'adolescent, un temps inutile avec point d'interrogation, bien évidemment. Alors l'enfant, pendant sa période adolescente, va se trouver souvent confronté à des adultes autres que ses parents qui vont contribuer à son éducation, que ce soit un professeur d'école, un chef scout, un moniteur de sport ou bien un prêtre. Et ces interventions de tiers posent la question de la cohérence entre l'éducation donnée par les parents et l'apport de ces intervenants extérieurs. Alors à quelles conditions ces diverses interventions peuvent-elles renforcer les parents dans leur rôle ? Comment aider les parents à avoir des rapports harmonieux avec ces tiers ? Que faire dans le cas particulier de la Fondation d'Auteuil quand les parents ne sont pas forcément aptes à remplir leur rôle de parents ? L'idée, c'est l'adolescence, une période inutile. Surtout, est-ce que c'est forcément une période difficile, pénible, dont il faut attendre la fin le plus rapidement possible en serrant les dents ? Ou est-ce que ça peut être une période de construction, une période importante dans la construction de l'enfant ? Et comment on peut faire pour que cette période soit véritablement une période de construction ? Donc, dans un premier temps, il me paraît important de rappeler ce qu'est l'adolescence. Marie-Paul, qu'est-ce qu'on entend par adolescence ? Est-ce que c'est à partir d'un certain âge ou plutôt une maturité physiologique ? Alors c'est vrai qu'il se développe de plus en plus de visions ou de représentations différentes à propos de l'adolescence. Ça sera peut-être intéressant que nous partagions nos différentes représentations en tant que parents, etc. Enfin, et celle que j'aurais envie de donner dans un premier temps, qui est un petit peu traditionnelle, celle qu'on connaît, c'est celle donnée par les psychologues, c'est de dire que l'adolescence, c'est cette période entre l'enfance et l'âge adulte, donc cette période où le jeune connaît des transformations d'abord corporelles, qu'on appelle la puberté, qui le rend donc adulte dans son corps, capable de procréer, et les transformations psychiques, intellectuelles et spirituelles qu'il a besoin de vivre pour intégrer cette dimension adulte du corps, et qui le font donc passer de l'âge de l'enfance, donc quitter l'enfance pour aller vers l'âge adulte. Donc c'est cette période d'entre-deux, on pourrait dire, et donc on va voir effectivement période pas toujours très confortable, mais qui n'est pas obligée ou qu'elle n'est pas obligée de vivre comme une crise absolument insupportable. Alors ça, c'est la vision plutôt des psychos, qui font commencer la période de l'adolescence avec la survenue de la puberté. Maintenant, il y a d'autres visions de l'adolescence, peut-être plus psychosociologiques en fait, où on observe que, et là en s'appuyant plutôt sur les sociologues, que par exemple l'entrée dans la sixième constitue pour les enfants peut-être l'entrée dans la culture ado, enfin on pourra en reparler, et que donc ça serait peut-être pas tant pour eux, la puberté, la survenue de la puberté ou le fait d'être travaillé par la puberté qui ferait entrer les enfants dans l'adolescence, mais plutôt un événement comme l'entrée en sixième, par exemple. Alors, ce qui pourrait être intéressant quand même, c'est effectivement sur le démarrage, on est un peu tous d'accord sur un mélange de puberté et d'âge, mais c'est surtout la fin. Quand est-ce que ça va finir ? Oui. Quand est-ce que ça finit ? Rassure-moi, Marie-Paul, vas-y. Oui, tu as besoin d'être rassurée là, Eric. Oui. Alors, c'est vrai qu'avec notamment Tony Anatrella, qui a introduit les différentes étapes de l'adolescence, il a parlé de post-adolescence, on avait parlé de préadolescence, et lui parle aussi de post-adolescence, et avec certains, on a un peu l'impression que, oui, 20 ans, c'est pas encore tout à fait terminé, ça peut aller jusqu'à 25 ans. En fait, la question, c'est selon quels critères un jeune va sortir de cette situation d'entre-deux. Quand est-ce qu'on va pouvoir dire et identifier qu'il est devenu adulte ? Si être adulte, c'est un état, et là encore, on n'est pas sûr. Nous sommes encore en croissance, même en tant qu'adulte aujourd'hui. Voilà, on n'a jamais terminé. Donc, quels vont être les critères, peut-être, justement, pour pouvoir se dire que tel jeune est devenu adulte ? Je n'y réponds pas, mais je nous pose la question. Et Richard, donc vous, à la Fondation d'Auteuil, est-ce que vous êtes obligé de mettre en place des critères un peu particuliers pour définir cette adolescence ?
Non, je pense pas qu'il y ait de critères particuliers pour répondre à la question. Il semblerait qu'il y en ait qui soient toujours ados, même très tard. Donc voilà. Mais je crois que le cadre de la Fondation d'Auteuil est un peu particulier et il est intéressant parce que il donne aussi des repères donc éducatifs ou des clés de lecture donc quant à l'éducatif. Nous, on a plutôt des enfants. Donc pour ma part, moi, je m'occupe d'une maison qui accueille des jeunes de 15 à 21 ans. Alors, qui sont dans un double mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont leur âge, et ils ont leur âge effectivement donc d'ado. Mais en fait, pour beaucoup, ils ont eu une vie qui les a fait vieillir sur certains points beaucoup trop vite, et donc la construction nécessaire et le temps dont parlait Marie-Paul de l'évolution est un peu bousculé, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des situations voilà, qui ne sont pas de leur âge, et donc, voilà, donc par certains côtés, donc ils vont trop vite. Donc on pourrait croire qu'ils ont des mentalités d'adultes, mais comme c'est pas construit, eh ben ça donne cette fragilité et souvent cette grande souffrance que peuvent vivre donc ces enfants. Donc nous, notre rôle, c'est plutôt de remettre les choses un petit peu dans l'ordre et en place, et de les accompagner dans ces donc difficultés. Voilà. Vous, Camille, donc au Scout Unitaire de France, vous êtes obligé de faire des catégories par âge parce que sinon ça serait ingérable. Évidemment. Donc vous avez des enfants qui sont ensemble, mais qui sont à différentes périodes de croissance, qui cohabitent. Exactement. Donc moi, je m'occupais des guides, c'est-à-dire les jeunes filles entre 12 et 17 ans. On reprend un petit peu la pédagogie telle que Baden-Powell l'a instituée. En fait, il a créé le scoutisme pour donc des adolescents défavorisés des banlieues de Londres. Et il voulait surtout essayer d'aider à grandir les jeunes de 14-15 ans. Donc c'est vraiment ça, le cœur de la cible du scoutisme. Et il s'est dit que il allait essayer d'enchasser cette période par deux autres âges pour aider ces enfants de 14-15 ans à s'ouvrir un petit peu. Donc ces enfants de 14-15 ans, en général, ils restent en permanence. Ils ont tendance à rester avec des gens qui sont comme eux. Ils aiment bien avoir des amitiés un petit peu miroirs. Ils aiment pas trop aller vers les personnes qui sont trop différentes d'eux. Et ils ont tendance aussi à rêver beaucoup, mais en restant allongés sur leur lit. Et donc du coup, voilà, ils passent pas vraiment au concret. Donc Baden-Powell s'est dit qu'il allait les mettre en action avec les jeunes de 12-13 ans qui, quand ils arrivent chez les guides ou chez les éclaireurs, ont des yeux grands ouverts parce qu'ils sont avec les grands. C'est un petit peu une marche qu'ils viennent de franchir. Et ils portent un regard admiratif sur ces jeunes de 14-15 ans et des jeunes de 16-17 ans ensuite. Donc du coup, ce regard admiratif va pousser les gens de 14-15 ans à se dépasser et à répondre un petit peu à cette attente qu'ont les jeunes de 12-13 ans. Et à la fin de la chaîne, il y a les personnes de 16-17 ans, les jeunes de 16-17 ans, qui, eux, vont essayer de tirer ces jeunes de 14-15 ans, parce que la période de 16-17 ans, ça va être donc les chefs de patrouille ou les chefs d'équipe, c'est-à-dire les chefs de petites unités qui dirigent un petit peu l'équipe ou la patrouille et qui distribuent éventuellement des charges, des missions et qui gèrent un petit peu cette équipe parce qu'il faut bien un chef. Donc du coup, on a cette tranche de 14-15 ans qui est d'un côté poussée par les plus jeunes qui les regardent avec un regard admiratif et tirée par ces jeunes de 16-17 ans qui les poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc une valorisation en fait de cette période de 14-15 ans, une aide à aller de l'avant en fait. Voilà. Eric, sur vos 10 enfants, alors vous pouvez nous parler d'expérience. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y en a qui commencent à 8 ans et demi et qui terminent à 25 ans ou comment ça se passe? Ouais, complètement. Oui. Donc, oui, moi mes enfants vont de 30 ans à 8 ans. Et alors c'est un peu spécial parce que chez nous on a d'abord 5 filles et puis ensuite 5 garçons. Donc ça c'était pour faciliter l'exposé aujourd'hui. C'est effectivement sur un échantillon comme ça qui ne représente que lui-même, il y a déjà une variété de situations qui fait que quand on se pose la question de ce qu'est un adolescent, moi je peux apporter 10 réponses. Et quand je dis 10, c'est parce que celui qui a 8 ans aujourd'hui,
pour moi, c'est presque un ado. C'est-à-dire que comme il vit avec des grands, il se comporte comme un ado. Alors, on dit souvent entre nous, on a un ado de 8 ans. Il vous parlerait comme un ado. Enfin, vous le voyez pas, vous avez l'impression d'avoir un adolescent en face de vous. Donc c'est effectivement une grande variété. Alors après, moi, je n'ai d'expérience que celle de père, donc qu'on pourrait partager avec beaucoup d'autres. Je dirais, ça reste un mystère quand même. Pourquoi est-ce que tel enfant est rentré dans une adolescence plutôt qu'un autre? Pourquoi il en sort plutôt qu'un autre? On peut peut-être trouver des explications, mais je suis pas sûr qu'elles soient bonnes. Et en tout cas, c'était pas préparé. Donc voilà, moi je suis aussi à l'écoute de tout ce qui va se raconter ici. Ça va peut-être me donner des clés pour ceux qui restent encore. Mais je crois que sur les extrêmes, ce que j'observe, c'est qu'on sait, moi je suis capable de dire quels sont ceux de mes enfants qui sont plus adolescents, quels sont ceux qui le sont pas encore, et encore, ça devient limite. Et il y a cette phase intermédiaire là où ils sont pas encore tout à fait, ou encore un peu et pas tout à fait adultes. Et ce sont ces périodes-là qui sont peut-être les plus délicates à gérer. Et est-ce que vous remarquez une différence importante entre les garçons et les filles? Alors, ça a été le grand sujet de discussion avec mon épouse en venant, pour savoir si on avait repéré des choses. Et alors, évidemment, des garçons, c'est pas des filles. À nous, il faut pas raconter ça. On a rangé les poupées après les filles, on a sorti les ballons. Ceci étant, sur cette période d'adolescence, si on parle des caractéristiques de l'adolescence, il y a quand même des grandes similitudes et puis peut-être quelques différences. Il nous semble, en ayant parlé donc avec ma femme, que d'une façon générale, parce qu'on pourrait trouver des tas de subtilités autour, d'une façon générale, les filles vont avoir beaucoup plus tendance à chercher des confidences, à parler, à discuter. C'est des périodes de grande émotivité. On sent qu'il y a besoin d'un contact, surtout avec la mère d'ailleurs. En tout cas pour ce qui nous concerne. Les garçons, ça va se manifester complètement différemment. C'est l'époque où quand ils rentrent, ils se sautent dessus, ils me sautent dessus. Ils sautent pas sur leur mère. Mais ça, moi, mes filles m'ont jamais sauté dessus. Vous voyez, voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça caractérise, j'en sais rien. Mais parce que je suis pas un spécialiste, mais les spécialistes nous le diront. En tout cas, il y a effectivement quand même quelques différences de fond. Donc des manifestations extérieures en tout cas, oui, de ce remue-ménage qu'il y a eu à l'intérieur. Alors, l'adolescence, c'est une période de remise en cause des relations avec les parents, enfin de remaniement des relations. Qu'est-ce que vous diriez de ça, Marie-Paul? L'important, c'est quoi? C'est finalement le papa et maman tout puissants qui ont raison tout le temps, c'est fini ou... Cette nécessité du remaniement dans la relation entre les parents et les enfants, il est bon de le reconsidérer par rapport à l'enjeu qu'est l'adolescence, c'est-à-dire à ce que les enfants ont à vivre pour vivre cette adolescence, se construire et devenir des adultes. Et il s'agit, en l'occurrence, de quitter une position infantile, et donc tout ce qui va avec, c'est-à-dire le type de relation aussi que l'enfant a construit avec ses parents, et a donc besoin de le faire évoluer pour devenir fils et fille de ses parents dans une relation d'adulte à adulte. Je peux le formuler comme ça. Donc, on voit bien que le point de départ, le point d'arrivée. Et donc, entre deux, il va falloir vivre des remaniements. Et vivre ces remaniements de la part de l'adolescent, bien évidemment, et donc de la part du parent. Et je trouve que c'est une des plus grandes difficultés de notre responsabilité de parents, c'est justement ce devoir de faire évoluer nos relations avec nos enfants pour finalement répondre au fur et à mesure à des besoins différents. Et bien souvent, des parents me disent, surtout avec l'aîné, ah oui, il a 13 ans, mais j'ai l'impression d'être encore avec lui comme quand il avait 10 ans. Donc je comprends qu'effectivement, il rue dans les brancards. Un peu, peut-être aussi que certaines manifestations d'adolescents vis-à-vis des parents, c'est de dire, mais est-ce que vous avez vu que j'ai grandi? Bon. Et est-ce que vous êtes prêts à ce que je grandisse? Parce que finalement, on s'aperçoit aussi, et j'aimerais qu'on en reparle aussi, que la plupart des ados aujourd'hui, 80% des ados vont bien. Oui. Et je n'en dirais pas autant des parents d'adolescents. Voilà.
Et je les rencontre beaucoup, j'en rencontre beaucoup en formation. Et voilà. Et j'entends toute leur inquiétude, hein, et toutes leurs difficultés. Alors, il y aura peut-être à voir effectivement quels sont nos blocages, nos freins, à nous en tant que parents, du côté du parent, à bien vouloir être prêts à faire évoluer cette relation. Hein, voilà. À accepter cette transformation, en fait. À accepter cette transformation, à voir grandir nos enfants, à accepter aussi, je reprendrai l'expression, le risque, hein, les risques éducatifs qu'il y a justement et qui font partie de l'enjeu de cette période de l'adolescent pour que l'enfant devienne ce qu'il est vraiment et puisse apprendre à exercer une véritable liberté d'adulte. Et vous, Camille, est-ce que vous avez remarqué justement dans cette évolution des petites Jeannettes qui deviennent guides, etc., un moment, à un certain âge, où elles se mettent à remettre en cause la toute-puissance parentale, ou à en parler différemment, ou à venir se confier à vous de difficultés qu'elles ont avec leurs parents? Ça peut être aussi une sorte de médiateur entre le parent et l'enfant dans ce remaniement. Je pense que le chef ou la cheftaine peut aider l'enfant à comprendre pourquoi le parent a pris telle ou telle décision. Et il arrive aussi parfois que les mamans téléphonent au cheftaine en disant bah, écoutez, là vraiment, ma fille, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Vous qui la voyez aussi sous un autre angle, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Oui, donc ça nous amène effectivement à l'intervention de ces tiers qui finalement coéduquent avec les parents, les chefs scouts bien sûr, les professeurs, les professeurs de musique, d'art plastique. Est-ce que c'est absolument nécessaire que, Marie-Paule, que les enfants aient des rapports comme ça, se frottent, je dirais, à des adultes extérieurs à leurs parents? Alors oui, je pense qu'on est bien tous d'accord que c'est nécessaire. L'image qui me vient pour exprimer ça, c'est que l'adolescent, il est donc dans cet entre-deux. Il a quitté le continent de l'enfance pour aller vers le continent de l'âge adulte. Et il est en fait comme un bateau en pleine mer. Et or, un bateau en pleine mer, pour trouver sa position, il a besoin de faire référence à au moins 2 points sur le continent, 2 points qui vont dans les coordonnées, je sais pas où vont se croiser pour indiquer sa position. Et j'aime bien prendre cette image pour montrer que l'adolescent a besoin, donc pour savoir où il en est et pour se trouver dans toutes ces mutations et ces transformations et savoir où il en est sur son chemin, hein, sur sa route, eh bien de se référer justement à des personnes alors suffisamment différentes. Et alors on pourrait déjà dire il y a la différence entre le père et la mère, qui, on en reparlera peut-être, mais qui sont importantes au moment de l'adolescence et dont les ados ont besoin, hein, de cette différence pour pouvoir se construire. Et puis il va y avoir une autre différence, c'est-à-dire les parents d'un côté et puis les autres éducateurs de l'autre côté, et que cela puisse se croiser, que ce soit les professeurs des enfants ou les responsables de mouvements. Et je le vois un peu comme cela. Et il ne faudrait pas que ces 2 points-là soient par exemple sur la même droite, parce que ça n'indiquerait pas à l'adolescent où il est. Donc il est important que ces 2 positions se croisent. Et qu'elles soient un peu différentes. Vous disiez une connivence éducative, non. Une cohérence, oui, mais pas une connivence. Pas une connivence. J'entends la connivence comme quelque chose les points seraient trop près, trop proches, et n'aideraient pas l'adolescent à se situer, en fait, et à se construire, donc. Et vous, Éric, vous avez constaté dans vos enfants, effectivement, ce besoin d'aller voir un petit peu ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Oui, je dirais, heureusement qu'on a eu des relais extérieurs. C'est-à-dire que assez rapidement, on se rend compte de notre incapacité de communication. Pourtant, on a l'impression de tout faire bien, hein, forcément. Et puis ça se passe pas bien. Bon, donc on a eu la chance. Nos enfants font partie des 80% qui ont en gros pas de problème, quoi. Hein. Donc c'est bien. C'est pas pour ça que c'est reposant. Hein. On est d'accord. Hein. Mais disons, ils ont traversé l'adolescence, pour ceux qui l'ont traversé, avec des remous, mais bien. Mais heureusement, malgré tout, qu'il y a eu des relais extérieurs. Alors ces relais extérieurs, ils sont de nature très diverse. Il y a effectivement le scoutisme qui en a été un très important, mais il y a les parents des amis, il y a la bande dont on fait partie, il y a l'équipe de sport. Enfin voilà, avec la diversité de nos enfants, de leurs activités, de leurs centres d'intérêt, on voit bien qu'il n'y a pas un modèle unique. Mais systématiquement, il y a toujours, quand on regarde l'histoire de chacun, des personnes extérieures à la famille qui ont compté.
Alors ça peut être un oncle, une tante aussi, hein, peu importe, mais c'est des gens qui font pas partie du cercle restreint de la famille qui habite sous le même toit. Il faut trouver ailleurs. Je pense que c'est et j'entendais dans la table ronde précédente le danger qu'il pouvait y avoir à ne pas être, à se sentir le seul responsable de ses enfants et à se replier sur soi. Je pense que ce serait le plus dramatique. C'est le moment où il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. De l'aide ou Avec simplement quelque chose de différent. Oui, quand je dis de l'aide, c'est laisser ses enfants partir et s'appuyer sur quelqu'un qu'a priori on ne maîtrise pas totalement, mais qui va servir de miroir, d'expérience complémentaire, de reflet, et qui va aider l'enfant. Moi j'aime bien l'image des 2 points. Hein, c'est l'enfant finalement à se situer. Hein, voilà. Et avec simplement papa et maman, ça suffit pas. Et alors comment on peut faire, et ça c'est un problème que vous rencontrez souvent Camille, pour avoir des rapports harmonieux justement entre ces relais et les parents, que ça ne soit pas, je sais que c'est toujours un souci, le rapport entre les chefs scouts ou les responsables comme vous et les parents, que ça soit quelque chose, non pas de connivence, comme parce que Marie-Paul n'aime pas connivence, mais une espèce de cohérence, quelque chose qui marche ensemble en étant différents. Alors c'est vrai qu'à la base, je pense que les parents regardent ces petits chefs faillons de 18-20 ans avec des yeux un peu suspicieux, genre qu'est-ce qu'il va l'emmener faire cet été, il m'inspire pas confiance. Et de l'autre côté, les chefs, en formation, quand ils participent à des semaines de formation et qu'on aborde le topo parents, c'est des soupirs, des yeux qui se lèvent. Les parents, c'est ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, qui arrêtent pas de nous dire que ça et ça on fait pas bien. Donc c'est vrai que à la base, il faut réussir à faire en sorte que chaque partie s'intéresse à l'autre partie. Donc notre priorité à nous en tant que responsables et formateurs de chefs, c'est de dire aux chefs que nous ne sommes que des tiers éducateurs et que ce sont les parents qui sont les premiers éducateurs et que ce qu'on doit proposer aux enfants soit en accord avec l'éducation que veulent donner les parents à leurs enfants. Donc, et puis je pense qu'en retour aussi, il faut que les parents s'intéressent un petit peu aux chefs, qui discutent avec eux, qu'ils personnalisent un petit peu l'image du chef, savoir ce qu'il fait dans la vie, ce genre de choses. Et puis, je pense que le point commun qui est très important, c'est le projet éducatif des mouvements, que ce soit scout ou autre, qui est le point commun, la base commune vers laquelle le but commun vers lequel chaque partie doit tendre. Et donc si on arrive à se retrouver sur ce point, les choses devraient couler un peu plus facilement. Alors on va parler un petit peu du cas particulier auquel vous êtes confronté, Richard Galissier, à la Fondation d'Auteuil, avec des enfants qui ont des parents ou qui n'en ont pas, qui exercent peu ou pas la fonction éducative. Alors comment ça se passe? Comment vous faites pour situer la juste place des éducateurs? Alors pour être un peu caricatural, nous on s'occupe des 20%. Voilà. Même les 10 presque. Voilà, donc en fait les enfants qui nous sont confiés, alors je vais peut-être plus centrer sur les internes, parce qu'on a beaucoup aussi donc de demi-pensionnaires. Et pourquoi pas pour les internes? Parce que le rapport donc aux parents est peut-être un petit peu donc particulier. Donc pour situer, on a quand même 2 cas de figure principaux, c'est-à-dire des enfants qui nous sont confiés dans un cadre précis qui est judiciaire ou administratif, hein, donc soit après une décision du juge ou une décision de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, soit des enfants qui sollicitent la fondation, des parents qui sollicitent la Fondation d'Auteuil pour une place en internat parce qu'il y a des difficultés éducatives ou scolaires importantes et qui nous demandent donc leur aide. Voilà. Alors en fait c'est intéressant parce qu'il y a pas si longtemps que ça, je dirais entre une quinzaine ou une vingtaine d'années, en fait on était substitutif, hein, c'est-à-dire que on nous demandait
voilà, on a des problèmes donc avec nos enfants, donc on vous les confie et puis vous nous les rendez après la scolarité, élevés, ils savent écrire, lire, compter, ils ont un métier, voilà, donc vous avez fait notre travail. Bon, cette évolution, voilà, et cette époque est, je dirais, révolue. Et c'est vrai qu'on a maintenant, enfin, c'est même pas de l'ordre de la nécessité, c'est complètement naturel, un travail permanent donc avec les parents, et quelle que soit donc leur situation juridique ou donc judiciaire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que même des parents qui n'ont pas de droit d'hébergement ou de droit de visite, eh bien, nous travaillons donc avec eux parce que les parents sont toujours les parents, que les enfants n'ont pas choisi leurs parents, mais ce sont leurs parents quand même, et donc il y a ce travail qui est absolument essentiel. Et en fait, nous, notre rôle, il est de deux ordres. Bon, je laisse un peu de côté l'aspect de la scolarité. C'est-à-dire qu'il est l'ordre de la protection, donc dans certains cas, on nous sollicite surtout sur des décisions judiciaires pour protéger donc des enfants qui sont en danger, mais aussi de la séparation. Et l'internat ou la maison d'enfants a cette vocation de séparer l'enfant de ses parents, mais cette séparation qui est enfin, que la majorité des parents vivent naturellement et qu'on vit naturellement quand les enfants partent à droite à gauche ou voilà vont dans le scoutisme. Bon, elle est forcée et contrainte parce que ça se passe pas très bien donc avec donc en famille, et il y a une séparation salutaire, voilà, qui permet de reconstruire cette relation donc parent-enfant. Alors le rôle de nos éducateurs, c'est à la fois d'être des adultes, si possible, solides, hein, et debout pour aider les enfants, et aussi d'être ce lien donc avec les parents en permanence pour resituer donc cette relation. Alors, ce qui est intéressant, et je vais prendre l'exemple d'une situation un peu extrême, voilà, c'est de montrer combien la relation parent-enfant peut à la fois reconstruire l'enfant et le parent. Vous prenez le cas de figure de parents jeunes, voilà, qui pour des raisons psychologiques, économiques, enfin tout ce que vous voulez, voire parfois psychiatriques, ont suppression du droit d'hébergement et suppression du droit de visite. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas vivre avec leurs parents et ne peuvent pas les voir seuls. Voilà, ça c'est le cas extrême. Eh bien, on se rend compte que, parce qu'on a eu des expériences comme ça donc à la Fondation, que la remise en place du droit de visite dans un certain cadre et accompagné, eh bien, en fait, est reconstructeur à la fois des parents et des enfants. Et c'est-à-dire que le parent se reconstruit dans sa fonction parentale par la relation qu'il entretient donc avec ses enfants, et donc progressivement pour renouer donc avec ses enfants, eh bien on va voir que la situation sociale va s'améliorer, ils vont rechercher du travail, avec le travail ils vont pouvoir trouver donc un logement, et avec le logement progressivement ils vont pouvoir retrouver. Donc cet exemple est pour montrer combien, même dans une situation particulière et spécifique, la relation parent-enfant est importante et que les tiers sont importants et que cette séparation donc est souvent nécessaire, mais que on ne peut pas, nier et empêcher quelle que soit la situation d'ailleurs, cette relation donc des parents et des enfants. Qu'est-ce qui peut se passer, Marie-Paule, quand par exemple l'influence extérieure est pas bonne? C'est-à-dire que les parents considèrent que c'est pas ça qu'ils voulaient, que cette personne, finalement, ce professeur de judo, c'est pas du tout, son influence ne me plaît pas. Comment on peut faire dans ces cas-là? Alors, oui, comment? Elles sont pas toujours bénéfiques. On est bien à l'âge de l'adolescence et pas à l'âge de l'enfance, hein. Donc déjà, les parents vont devoir réagir différemment de la manière dont ils réagiraient à l'âge de l'enfance, hein. Autant on peut être plus interventionniste ou intervenir plus rapidement au moment de l'enfance parce qu'on sent que l'enfant est en difficulté, ne peut pas intégrer trop de différences, trop d'écart avec ce qui se passe à la maison. Autant au moment de l'adolescence, justement, l'enjeu c'est
Thibaut Collin le rappelait ce matin, et j'adhérais tout à fait à cela, c'est aller se mesurer, se confronter à la différence et à l'extérieur de ce qu'on vit dans la famille. Alors, il y a des différences qui vont être inintégrables par l'ado parce que elles peuvent le détruire, le désintégrer, voilà. Et auquel cas, à ce moment-là, le parent a un rôle de protection et d'intervenir parce que il a à protéger son ado et à lui dire, écoute là, non, je peux constater ou je constate avec toi les dégâts ou les risques et donc je te demande de ne pas poursuivre, de ne pas continuer. Mais ça, il me semble que c'est dans des positions assez extrêmes, mais ça arrive et ça peut arriver. Et puis, ce qui est plus difficile à gérer, c'est les situations où, bien sûr, le parent trouve que, de son point de vue à lui, l'influence est pas bonne, et il est légitime pour penser ça, tout à fait, mais c'est pas sûr que ce soit inintégrable par l'adolescent. Et c'est ça qui va être difficile, c'est dans quelle mesure, en tant que parent, nous sommes prêts à prendre ce risque, à accompagner notre adolescent dans cette prise de risque. Parce qu'il me semble que c'est bien dans cet accompagnement-là, dans cette réelle prise de risque, finalement, quand tout se passe bien et quand tout est évident et voilà, c'est confortable, c'est pas sûr que, voilà, enfin, c'est important, c'est intéressant, mais finalement, est-ce que c'est là qu'il va vraiment se construire? Et donc, comment accompagner notre adolescent sans, alors, projeter sur lui toutes nos peurs et nos craintes, et Dieu sait si en tant que parent, légitimement, on a le droit de ressentir des craintes. Comment donc ne pas les projeter sur notre enfant, les assumer, dire quelles sont nos craintes en osant dire, à travers un message, oui, je crains pour toi, voilà, mais ce sont mes craintes. Et peut-être même avant de les exprimer, il serait intéressant de permettre à l'adolescent de dire lui aussi son point de vue. Donc être capable en tant que parent d'entendre aussi la manière dont actuellement l'adolescent vit cette relation. Ça peut être avec des amis, une bande, enfin bon, etc. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il veut bien en dire? Qu'est-ce que donc on peut percevoir qui vont être certainement, c'est une réalité subjective à l'adolescent qui est certainement différente de la nôtre. Voilà. Donc en tant que parent, sentir cet écart pour pouvoir estimer si l'adolescent a les capacités de gérer cela. Et en tous les cas, une des choses qu'on peut mettre à sa disposition, donc c'est l'accompagnement qu'on peut avoir avec lui, c'est qu'il sente qu'il peut nous parler de ce qui le préoccupe, d'où la relation de confiance dont on a déjà, enfin qu'on a évoqué notamment ce matin, et qu'on aura construit avant l'adolescence. Souvent, j'aime bien dire, l'adolescence se prépare dès l'enfance. Donc, plus la relation de confiance aura été vécue au préalable, moins ça sera, enfin plus facile ça sera pour l'adolescent et pour le parent. Et donc voilà, est-ce qu'on est prêt à accompagner en acceptant de dialoguer avec l'adolescent de ce qui peut le préoccuper, de ce qu'il vit, de ce qui est difficile, de ce qui est différent. J'ai parfois entendu, quand j'étais adjointe en pastorale, justement en 4e, 3e, des adolescents me dire, de toute façon, dès qu'on aborde tel sujet ou tel problème, les parents grimpent dans les rideaux. Donc, il y a des adolescents qui se retrouvent seuls, confrontés à des difficultés personnelles ou de leurs amis très proches, et avec l'impossibilité d'en parler à un adulte. Et encore moins aux parents. Donc je crois que ça nous renvoie en tant que parents, voilà, notre capacité à entendre. Alors je pense que les parents ont fait beaucoup de progrès sur le dialogue avec leurs adolescents, mais il reste que chacun des parents a à apprendre à gérer ses propres peurs, et que finalement, surtout pour les aînés, je veux dire, il est un peu normal qu'il y ait un travail à faire sur soi en tant que parent d'adolescent pour justement avoir cette liberté, cette confiance, et d'être donc d'être des parents capables d'accompagner le risque que comporte inévitablement cette période de l'adolescence. Est-ce que oui, vous avez été confronté à ce type de situation? Oui, bien sûr. Qui n'a pas été dans la salle
moi, je crois que dans ce que dit Marie-Paul, il faut retenir une chose très importante, c'est la nécessité à cette période-là de créer du lien. Et on sait bien que c'est le plus difficile, parce que effectivement, les enfants vont dire, de toute façon, dès que je parle de ce sujet-là avec mon père, parce que c'est toujours avec mon père, et ça marche pas, il m'écoute pas, il me comprend pas. Nous, on se dit, mais pourquoi il me parle pas? Bon, donc il faut arriver à créer les conditions du dialogue, et je pense que c'est une manière de déminer le terrain qui est essentielle. Alors, les solutions sont pas faciles, et elles sont à individualiser. Alors, nous, on a trouvé à la maison un petit truc. Je vous le livre. On a inventé la parle à papa. C'est la poudre de parle à papa. C'est souvent parce que y a un rôle différent du père et de la mère dans cette affaire-là. Et chez nous, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout, mais je pense que c'est assez général. Les enfants vont plus facilement parler à leur mère. Et ma femme me dit souvent, mais va parler à papa. Bon, alors comme moi, je suis sourd comme un pot, j'entends jamais quand on veut me parler. Paraît-il. Alors maintenant, les enfants font ce petit geste-là, là, pouf, ils me disent, je t'envoie un petit peu de poudre de parle à papa. Alors là, je comprends que il faut ouvrir mes oreilles et qu'il y a quelque chose d'important qui peut peut-être se passer là. Alors chaque famille, chaque parent doit trouver ces trucs, ces méthodes. Mais à cette époque-là, il faut peut-être justement rajouter une part d'attention particulière sur l'écoute de chacun. Et puis évidemment, c'est toujours au moment où on n'en a pas envie. C'est quand on est fatigué, ça y est, on va enfin pouvoir dormir. À ce moment-là, toc, toc, toc. Voilà, j'avais quelque chose à vous dire. Bon, on a tous fait cette expérience-là. Mais savoir être attentif, être à l'écoute dans ces périodes-là, notre expérience à nous, c'est que c'est essentiel. Avec une grande frustration, je pense, pour tout parent d'adolescent, c'est qu'on ne mesure pas les fruits de ce qu'on raconte ou de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on sème sur le coup. Oui. Voilà, on a l'impression que ça passe tout droit, que de toute façon ça les intéresse pas. Et puis quelques années après, on vous dit quand tu m'as dit ça, c'était vraiment important. Ou quand on a fait ça ensemble, c'était vraiment bien. On a envie de leur dire, tu aurais pu me le dire sur le coup, ça m'aurait aidé. Mais non, justement. Non, parce que vous dites effectivement cette importance du dialogue, parce qu'il y a quand même, quelquefois, on a l'impression que c'est l'adolescent lui-même se met des interdits, il n'aborde même pas le sujet. C'est pas la peine d'aborder le sujet. De toute façon, ils diront non. De toute façon, ils sont contre. De toute façon, donc c'est ça qui est difficile. C'est quand on réussit déjà à poser la première pierre du dialogue, à la limite, c'est déjà gagné. Le problème, c'est tout ce qui ravale. De temps en temps, ils ont raison. C'est-à-dire qu'on va dire non. Et on a peut-être raison de dire non. C'est ça qui est compliqué. Vous savez, ça fait 12, 13, 14, 15 ans qu'ils vivent avec nous. Ils nous connaissent. Oui. Alors, je pense que c'est important de parler justement dans ces influences extérieures du phénomène de la bande, du fait qu'on ne peut pas se déplacer sans 5 ou 6 copains, comme ça, collés, on va d'un endroit à un autre, et la vie des copains est très important. Et vous disiez, Camille, que ce qui était pas forcément très enrichissant, c'est qu'on cherche des amitiés miroirs, c'est-à-dire des copains finalement qui sont le clone de soi-même. Voilà, enfin c'est quelque chose dont j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être parce que les ados sont en train de se construire et ils se rendent compte et ça les rassure de voir des gens qui sont comme eux, c'est-à-dire que du coup ils sont pas trop marginaux. Et donc du coup la réponse du scoutisme, c'est toujours dans ce principe, c'est la bande, oui. Ça existe, c'est un fait, et ben autant s'en servir. Et donc par exemple au sein d'une équipe ou d'une patrouille, pour des guides et pour des éclaireurs, chacun va avoir une place avec une mission, une charge qui lui est propre et qui va servir à tout le monde. Donc du coup ils se rendent compte que ce qu'ils vont apprendre comme technique, ce qu'ils vont développer comme talent, va servir aux autres. Donc ça les oblige déjà à essayer de se connaître pour savoir quelles sont leurs forces, essayer de développer ces forces et essayer de les mettre au service des autres. Donc essayer d'identifier là où ils pourraient être utiles et ce qu'ils pourraient apporter au sein de la bande, au sein de l'équipe ou de la patrouille. En fait, la bande, elle sert à passer de la famille au monde, en fait. Autre enjeu donc de l'adolescence.
s'ouvrir au monde, trouver sa place dans le monde. Et c'est pas si simple que ça, parce que l'adolescent, il a envie qu'on lui lâche les baskets, il a envie qu'on le laisse libre, il a envie, et puis dès qu'il est dehors, il a froid et il sait plus trop où il est. Donc, dans cette ambivalence-là, qui à la fois le pousse à grandir et à sortir, en même temps, on les voit se reprécipiter dans dans le cocon familial. Et la bande est donc cet espace, on pourrait dire, entre deux, où à l'extérieur de la famille, donc avec d'autres, et en même temps avec ses semblables. On voit bien les bandes au début, c'est d'ailleurs unisexe, souvent dans un premier temps, parce que justement on se rassure entre filles, entre garçons, et puis progressivement ça devient mixte. Mais donc on voit bien que c'est un lieu de rassurement. On partage ensemble, les mêmes musiques, les mêmes goûts, donc on est dans du fusionnel, on pourrait penser de l'extérieur. Vous parlez d'uniforme scout, mais quand on regarde les ados, ils sont tous en uniforme, donc habillés tous pareil, chacun son type d'uniforme, mais voilà. Alors c'est un temps qui rejoue une autre période, d'autres périodes où on s'est retrouvé, qui est la période de l'enfance ou de la petite enfance, dans le sein familial, où on est conforme, on partage, etc. On s'attache, tout ce rôle-là qui est important et qui se joue là, en dehors de la famille, mais en vue d'une construction. L'appel, bien sûr, pour chacun d'eux, et ils le savent bien, c'est pas de rester dans cette bande, mais c'est un espace nécessaire qui les rassure et qui en même temps les aide à se construire, à condition, bien sûr, de ne pas s'y enfermer. Sur l'expérience de la bande, est-ce que vous avez eu ça chez vous, parmi vos adolescents? Ah oui, moi j'ai tous les échantillons. Donc la bande, oui, je pense à un de nos garçons qui a vraiment sa bande d'amis. La difficulté, c'est de rentrer en contact avec la bande d'amis. Et ça nous semble une nécessité de pouvoir montrer à cet enfant que c'est important pour nous, que ses amis, ils comptent à nos yeux, de pouvoir les inviter à la maison. Les connaître. Et alors, il y a cette phase curieuse où la bande existe, on entend parler de prénoms, mais on voit jamais personne. Et je trouve ça très difficile à vivre, ça. S'il y en a qui ont des idées, moi je suis preneur. On a beau solliciter, dire mais dis-leur de venir à la maison, c'est ouvert. Bon, alors ouais, mais je suis pas bien à la maison. On dit mais alors quand tu vas chez eux, tu fais quoi? Bon, et on n'arrive pas. Il y a cette espèce de mystère là où c'est tellement mieux chez les autres qu'à la maison. Voilà. Alors ça passe avec le temps, et puis d'un coup il y en a un qui vient, et puis un jour il attaque une nuée, quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait, ou une proposition qui fait que d'un seul coup la maison devient intéressante. Et là, pouf, on les voit effectivement tous rappliquer. Alors nous, le garçon auquel je pense là, c'est un basketteur, donc quand on voit tous ces gars de 2 mètres arriver, c'est parfois impressionnant, surtout quand ils se mettent à table. Mais ce jour-là, on se dit c'est gagné. Voilà, la relation est faite, et puis finalement, cet enfant, il est valorisé auprès de sa bande. Ses parents sont plus les gens qu'on peut pas voir et qui sont pas fréquentables, mais il y a toujours un passage un peu délicat là. L'idéal, c'est que effectivement nos adolescents puissent venir avec leurs amis et puissent être à la maison ou chez nous sans être pour autant sous notre regard. Voilà. Enfin, il y a une manière, je pense aussi, d'accueillir qui permettent non pas de faire en catimini, ce qu'ils ont envie d'écouter ou de dire ou de faire, etc., mais qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils sentent qu'ils ont leur espace, qu'en même temps on respectera. Et en fait, l'idée qui me vient, c'est qu'il y ait un espace transitionnel, en fait, qui soit ouvert, où ils puissent être là avec ce qu'ils sont. Et ça permet, en fait, c'est profondément unifiant pour nos adolescents. Parce que, en fait, la difficulté, c'est d'unir l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, et ce qui se passe à l'intérieur de la famille.
Et alors, enfin, je peux pas m'empêcher en vous entendant de penser à ce qui se passe aussi chez nous. On en a eu 5 et on a la chance d'avoir un grand jardin. Et effectivement, je les ai vus, enfin, organiser des choses. Et nous pouvions continuer d'être là, mais sans forcément être sur eux ou absolument avec eux. Et je trouve intéressant cette possibilité de vivre. Alors c'est sûr que si on est dans un appartement un petit peu plus confiné, c'est un petit peu plus délicat, parce que je crois que c'est pas forcément la solution que la bande d'ados déboule dans la chambre, ou enfin j'en sais rien. Mais il y a une question d'espace, voilà, et qui permettent de gérer ça, qui permettra donc à l'ado d'unifier intérieur et extérieur. Voilà, et ça contribue à la construction. Mais est-ce que vous trouvez légitime de la part des parents souvent ils savent pas trop, de demander à connaître un peu les amis, effectivement, de réclamer qu'on les amène, éventuellement qu'on leur dise bonjour pour ensuite les laisser dans le jardin ou dans la cuisine pendant que soi-même on est ailleurs. Oui. C'est une revendication légitime de la part des parents que de demander à connaître la bande? Oui, alors à connaître les amis. Hein, et je pense d'ailleurs que les parents qui connaissent, de près ou de loin, mais qui connaissent déjà le prénom et qui ont déjà croisé, dit bonjour, en fait ne rencontrent pas de vraies difficultés de ce point de vue-là. Je pense que c'est au contraire beaucoup plus difficile pour des parents qui n'ont pas fait l'effort ou l'ado n'a pas voulu, hein, peut-être aussi parce qu'il se sent pas bien en famille, ça interroge aussi, hein, qu'est-ce qui se passe au sein de notre famille qui fait que effectivement l'ado ne peut pas pour l'instant y amener quelqu'un de l'extérieur, et alors qu'effectivement les parents qui connaissent de nom ou de vue, qui ont croisé voilà les amis de leurs enfants, en général ne génèrent pas, enfin ne connaissent pas des peurs ou des insurmontables et ne sont pas obligés d'intervenir de manière difficile. Donc oui, il faut aller vers cette connaissance mutuelle, certainement. Je crois que la difficulté, elle vient quand l'ami en question, qu'on ne connaît pas, dans la tête de notre enfant, il n'est pas conforme au moule et à ce qu'il imagine que ses parents voudraient que soient ses amis. Mm-hmm. Et c'est là que c'est encore plus important que de lui dire, mais au fond... ils nous intéressent, tes amis, ils sont comme ils sont, mais ils vont être, ils sont sans doute aimables puisque tu les aimes. C'est ça. Et découvrir et montrer à nos enfants que finalement, ce schéma qu'ils ont dans la tête sur ce qu'on peut penser d'eux et de leurs amis, bah, il est évolutif au moins. Oui. Alors je pense que ça me fait penser au fait que comment est-ce que ça s'est passé au moment de l'enfance de nos enfants ? C'est-à-dire, est-ce que nous avons été aussi accueillants, enfin comment avons-nous vécu les relations que nos enfants ont eues avec leurs petits camarades, leurs amis, et effectivement, s'ils nous ont entendus alors qu'ils étaient enfants vouloir inviter un tel, ah mais non pas un tel parce que, etc. Pour moi, ça interroge déjà la manière dont nous avons été avec les amis potentiels ou les amis réels de nos enfants quand ils étaient enfants. Et à mon avis, ils se basent sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants, pour projeter ce qui risque de se passer au moment de l'adolescence. Alors justement, ça c'est finalement, quand ils ont des amis, etc., c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt bénéfique. Il faudrait qu'on parle aussi d'un phénomène qui est assez récent, mais qui est assez angoissant pour les enfants, c'est l'adolescent au contraire très muré en lui-même et face à face avec son ordinateur le plus souvent quand il n'est pas à l'école, c'est-à-dire très dans le monde des jeux vidéo, dans ce monde virtuel, et dont on aimerait finalement qu'il aille voir un peu plus à l'extérieur. Donc comment on peut pousser, alors il y a ceux qu'on voudrait ramener à la maison avec leurs amis, il y a ceux qu'on voudrait pousser dehors parce qu'on trouve qu'ils sont trop à la maison, donc c'est toujours au cas par cas. Comment on peut faire, Marie-Paul, sur ces enfants trop enfermés? Pourquoi j'aurais toutes les réponses? Si. Oui, comment intervenir, dans quel esprit et comment par rapport à cela. Je crois qu'en tant que parent, c'est important de se remettre face à ce qu'on a d'ailleurs évoqué ce matin avec Thibaut Collin, hein, la recherche du bien pour nos enfants.
Voilà. Donc c'est pas mettre des limites pour des limites, dire non, tu n'auras pas d'ordinateur, non, voilà. C'est quel est le bien pour nos enfants et se sentir suffisamment légitime en tant que parent pour faire valoir donc notre autorité au nom de la recherche de ce bien. Et donc, oser mettre des limites. Je suis impressionnée par le nombre de parents qui me disent de toute façon on n'y peut rien, on en a marre d'intervenir, voilà, et donc qui laissent, qui ne se soucient même pas aussi des possibilités de gérer Internet, l'ordinateur, etc. Oui. Je m'y connais pas assez, donc je vais pas vous donner des conseils très précis, mais il y a des spécialistes qui ont donné un certain nombre d'éléments sur la question. Mais c'est vrai que pour beaucoup de parents, on sent bien. Moi, le dernier a 23 ans, alors j'ai plus à gérer ça. Mais si j'avais à le gérer aujourd'hui, je peux imaginer que c'est un combat quotidien et qui épuise les parents. Mais il me semble que si en tant que parent, vous vous sentez vraiment légitime pour intervenir là au nom du bien de votre enfant et donc de lui poser des limites. Alors c'est la question aussi de la manière de poser les limites avec les ados. On ne les pose plus comme on les posait quand ils étaient enfants, où t'as le droit, t'as pas le droit, voilà. Non, c'est bien poser des limites, c'est-à-dire voilà, quel est ton espace de liberté et au-delà de ça, là, c'est interdit. Donc cette manière, dans quel espace de liberté je donne, il faudrait presque le dire comme ça, en fait. C'est pas en termes d'interdiction, mais quel espace de liberté je te donne à propos de l'ordinateur, par exemple. Et c'est pas la même chose selon l'âge qu'il a, même à un an près, et c'est pas la même chose selon le tempérament des enfants aussi, voilà. Donc, au nom du bien que je cherche pour toi et que je veux t'aider aussi à chercher, voilà. Quelles sont les limites que nous te donnons? Voilà, et est-ce que ces limites pourraient être éventuellement discutées, élaborées avec l'enfant, justement, de voir quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, et quelles sont nos attentes, et avec tout ça, en cohérence, d'essayer de faire des choses acceptables par les deux parties. Voilà, c'est évident que c'est pas unilatéral. À l'âge de l'adolescence, à la fois ça se co-construit, et en même temps, le parent garde un rôle d'autorité. Donc, tout n'est pas négociable, mais là aussi, c'est quelle est la partie qui est négociable. Et c'est bien pour ça que je pense que c'est important que le parent sache quelles sont les limites. Et à l'intérieur de ces limites, quelles sont... voilà, on peut discuter, effectivement. Et rediscuter et éventuellement renégocier, et ça c'est possible. Mais souvent je rencontre je trouve que les parents ont du mal, et c'est là que c'est important de pouvoir échanger entre parents, de pouvoir se conforter aussi. Et puis c'est propre à chaque famille, c'est propre à l'intérieur de chaque couple. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on met comme limite. Mais bien évidemment, avec la possibilité de négocier et de réajuster avec les adolescents. Etc. Est-ce que vous avez eu ce problème? Non, la gestion des écrans? Pas du tout. Pas du tout. Alors, ça, j'ai l'impression que c'est une évolution majeure entre il y a 20 ans et aujourd'hui. C'est une banalité de dire ça, mais c'est une difficulté supplémentaire pour les parents d'aujourd'hui. Et je pense qu'avec ce qui se prépare, dans ce que j'entends, c'est pas fini. Par exemple, j'ai entendu l'autre jour des responsables de médias dire que le média d'avenir, c'est le téléphone. C'est-à-dire que sur son téléphone, on aura la télé, Internet, et c'est déjà parti. Mais ce qui se prépare est encore pire, ou encore plus fort, ça dépend comment on voit les choses. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous donnerez un téléphone à vos enfants, la discussion sur tu regardes la télé de telle heure à telle heure, et puis tu mets mettre des limites, ça va devenir impossible. Et dès qu'ils quittent la maison, c'est encore plus impossible. Donc, moi, je suis... quand j'entends Marie-Paul, je dis il y a quand même il y a un espace entre la théorie sur laquelle on est d'accord et puis la réalité à laquelle on est confronté. Et là, c'est difficile. On a des enfants parfois qui sont extrêmement attirés par tous ces médias. Il y en a qui le sont pas, très bien, mais il y en a. Et puis alors, avec, je pense, un phénomène nouveau, c'est qu'ils sont plus forts que nous. C'est-à-dire que dans bien des situations, jusqu'à maintenant, on apprenait aux enfants. Maintenant, c'est eux qui nous apprennent quand ils en ont envie. Et donc, poser des limites sur quelque chose qu'on ne connaît pas,
je pense que c'est une vraie difficulté. Oui. Ils nous apprennent la technique, mais nous continuerons de les éduquer sur le sens des finalités. Tu vois, faut pas se tromper non plus. Oui. Oui, ils nous apprennent, c'est sûr, au niveau technique. Mais tout ce qui est de l'ordre du sens et qui relève aussi de l'éducation, nous continuons d'être les éducateurs. Oui, ça on va l'affirmer très fort. Hein. C'est nous qui avons le pouvoir. Alors, mais c'est pas une question de pouvoir, c'est une question de fonction, oui. Enfin. Donc on arrive à la fin du temps qui nous était imparti. Est-ce que vous voulez chacun nous donner un mot de conclusion sur ce terme de la recherche d'une adolescente constructive? Donc pour vous, Eric, c'est gardons le pouvoir. si vous voulez. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que je crois qu'il faut qu'on garde une image du monde qui soit positive. Le monde est beau. Ce qui se prépare pour nos enfants, c'est beau. Alors il y a des difficultés nouvelles, mais c'est un monde plein d'espérance. Voilà. Et si on reste dans cette dynamique positive, si on n'a pas une angoisse qui nous étreint en disant mais dans quel monde va-t-on les mettre, je pense que ça va nous aider. Camille. Moi, je voudrais dire quand même que l'adolescence, c'est une période difficile, mais les adolescents sont capables de beaucoup de choses et de beaucoup de belles choses. Quand on voit des filles ou des garçons de 16-17 ans qui sont capables d'écouter des jeunes de 12, 13, 14 ans, qui sont capables de les conseiller, qui sont capables de se rendre compte qu'en essayant qui ont envie de les faire grandir et qui se rendent compte qu'en essayant de les faire grandir, ils grandissent eux-mêmes, je trouve ça assez fort, en fait. Donc, gardez espoir. Moi, j'ai envie de dire que on se rend compte professionnellement que une des grosses qualités d'un éducateur, c'est l'attention qu'il va porter aux jeunes dont il peut être responsable ou qu'il soit référent ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que surtout en période de l'adolescence, l'observation des détails est extrêmement importante. Ce sont des jeunes qui vont souvent mal. Et bon, on parlait de l'addiction des jeux, mais on peut parler de l'addiction de l'alcool, on peut parler d'un certain nombre de choses. Et donc, alors, moi, je le vis un peu professionnellement, mais même en tant que parent, d'être attentif aux micro-signes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement donc important. Et on a beaucoup parlé de l'écoute et du dialogue. Et je crois qu'il est important d'imaginer que les enfants peuvent aussi parler à d'autres, voilà, que ses parents ou autres. Et donc le rôle des tiers est très important. Alors je vais encore le resituer d'une manière professionnelle parce que voilà, mais je pense que ça éclaire la relation donc aux parents. Moi, quand j'ai des jeunes qui sont verrouillés de chez verrouillés, c'est-à-dire c'est des murs, hein, mais vraiment ils ont tellement dégusté, excusez-moi le terme, qu'ils sont bloqués de partout. Et je leur dis souvent, le principal c'est que tu parles, mais peu importe à qui tu parles, moi je m'en fous, enfin que tu parles à la femme de ménage ou à un éducateur ou à ton directeur, enfin le directeur en général ils ont un peu de mal, mais voilà, il faut parler. Et notamment dans nos structures, on a souvent donc les éducateurs, mais on a par exemple des maîtresses de maison. C'est-à-dire c'est des femmes qui font le lever, qui s'occupent de la vie quotidienne et tout. Et c'est des vecteurs de dialogue extrêmement donc importants. Donc elles font généralement partie donc des équipes éducatives. Voilà. Donc ce rôle du tiers est très important. Et alors après, le tout, c'est de faire le lien. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder... alors, c'est pas que les parents doivent garder la main sur leurs enfants, mais voilà, de par nos responsabilités, je pense que c'est important aussi. Voilà. Donc, cette attention aux micro-détails et d'imaginer que... un tiers surprenant peut être vecteur aussi d'écoute et de dialogue. Et après, les choses peuvent aller beaucoup mieux. Oui, moi j'ai envie de nous dire en tant que parents que ne nous laissons pas trop prendre et trop culpabiliser par les stratégies que vont utiliser les adolescents pour vivre leur adolescence et qui sont nécessaires pour vivre cette adolescence, ou les manifestations un peu intempestives ou qui nous dérangent. Et je suis persuadée que la manière dont chacun le vit
n'a souvent pas grand-chose à voir avec l'adulte qui va devenir. Et je suis sûre que vous seriez nombreux à pouvoir le dire, que finalement, pour ceux qui ont déjà des enfants adultes, quand vous repensez à l'adolescence de certains d'entre eux, eh bien, effectivement, ceci n'a rien à voir avec cela. Enfin, d'une certaine manière. Et je repense à cette jeune fille de 20 ans qui me disait un jour, mais moi je me souviens très bien, je ne cessais pas de prendre le contre-pied de mes parents quand je discutais avec eux, mais c'était important que je discute, et dès que j'étais à l'extérieur de la maison, je défendais bec et ongle le même point de vue que mes parents. Voilà. Donc une note positive. Eh bien, merci beaucoup à Marie-Paul, Richard, Camille et Eric d'être venus nous parler de ce temps de l'adolescence, un temps de construction et pas un temps pénible qu'il faut subir. Et merci à vous de nous avoir écoutés.